Bonjour tout le monde. Dans le contexte en fait d'aider les élèves à se préparer aux examens nationaux ou examens nationaux, en tant que professeur dans la matière et malgré en fait la situation très critique, j'ai pensé donc à préparer soi-disant donc un résumé ou un jus très concentré de chimie. Ça va vous aider donc afin de gagner facilement les 7 points donnés au national. Alors, donc, je commence en fait de traiter ce résumé-là. Nous commençons par la première partie qui traite les transformations lentes et les transformations rapides. Nous allons voir en fait dans cette partie 3 choses essentielles. La première des choses, donc, ça sera en fait, s'articule autour des définitions qui résument ou bien qui constituent les réactions d'oxydoréduction. Et par la suite, nous allons voir en fait les facteurs qui vont influencer sur l'évolution de ce système. Et je terminerai par la différence entre les transformations lentes et les transformations rapides. Alors, en ce qui concerne en fait transformation tout d'abord, donc afin de bien ficeler et vulgariser en fait une transformation, j'ai préparé tout simplement donc ce schéma. Donc ça ne nécessite pas une explication, donc juste pour savoir c'est quoi une transformation, c'est très simple. Mais ce qui nous intéresse en détail, c'est d'étudier tout d'abord les réactions d'oxydoréduction. Alors, l'essentiel en fait de retenir au niveau de ces réactions d'oxydoréduction, 2 choses ou bien 2 termes principaux, lesquels c'est de connaître tout d'abord donc un oxydant et un réducteur. Donc, je donnerai donc une petite explication concernant ces 2 termes qui constituent donc les réactions d'oxydoréduction. Donc, je commence par l'oxydant. Donc, si nous voulons en fait donner son nom en arabe, donc c'est mu'akksid. Alors, je vais changer la lettre del avec la lettre B. Donc, ça devient quoi? Mu'aksib. Voilà, donc ça s'écrit de la manière suivante. Mu'aksib, ça veut dire qui yaktasib l'électronat. Alors donc c'est très simple de retenir en fait la définition donc en français. Espèce chimique capable de quoi? De capter, ça veut dire les électrons, d'accord? Et ces 2 éléments, si l'oxydant il est capable de quoi? De capter en fait les électrons. Ces électrons, leur devenir c'est quoi? C'est son ami, le réducteur. D'accord? Donc, si son ami le réducteur, ça veut dire si lui, il est capable de capter les électrons, alors, automatiquement, le réducteur, donc, c'est une espèce chimique qui est capable de quoi? De céder les électrons. Mais ces 2 amis, ils sont liés par des couples, ou ce qu'on appelle donc un couple d'oxydoréduction, donc bien schématisé de la manière suivante, toujours nous mettons en fait l'oxydant à gauche et le réducteur à droite. Alors, chaque couple, il est capable de faire quoi? Une demi-équation, ce qu'on appelle une demi-équation redox. Alors, donc, je m'explique pour savoir en fait la différence entre une réaction d'oxydation et une réaction de réduction. Alors, le passage de cette situation vers la formation d'un réducteur, c'est une réaction de réduction. Et on a dit très bien qu'un oxydant, il est capable de capter les électrons. C'est la raison par laquelle donc nous trouverons que les électrons sont toujours à côté de l'oxydant. Donc le passage d'ici à ici, c'est une réaction de réduction. Contrairement à ce qui était observé donc, pour l'agent réducteur, donc s'il se transforme en un oxydant, ça veut dire qu'il a perdu des électrons, donc c'est une réaction d'oxydation. Donc une brève définition de ces 2 réactions d'oxydation et de réduction. Alors, pour l'oxydation, on a dit que cette réaction au cours de laquelle donc un élément perd les électrons, ça veut dire le réducteur. Pour la réduction, c'est une réaction au cours de laquelle donc un élément, qu'est-ce qu'il a fait? Donc il a gagné des électrons, ça veut dire c'est l'oxydant. Alors si j'arrive donc à bien comprendre ces différents éléments à ce stade-là, donc le reste c'est très simple et ça vous aidera même pour comprendre en fait les piles et les énergies exactement, d'accord? Alors, mais le reste pour faire l'équation bilan c'est très simple, donc nous allons traiter tous ensemble donc je dirais donc un exemple concret, le voici. Nous lisons en fait tout d'abord l'énoncé. Alors je commence.
les ions Ag+, réagissent sur le métal cuivre Cu pour donner quoi? Des arborescences d'argent métallique Ag et des ions cuivre Cu de plus. Donc ce que je viens de dire, donc il est bien résumé sur cette image-là, d'accord? Donc ça ne nécessite pas une explication. Mais l'essentiel, donc ce que je voudrais en fait vous signaler, qu'à partir de cet énoncé-là, je dois tirer des informations très importantes. Je donne tout d'abord en fait les couples constituant en fait cet exemple-là. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ag+ réagit sur le métal Cu pour donner quoi? Ag et les ions Cu2+. Ça veut dire que Ag غادي تحول ليا Ag+ غادي تحول ليا Ag ou Cu, d'accord? Cu, يعني le cuivre solide, il va se transformer en Cu2+, comme il est bien indiqué dans les couples. Il a un Ag+, il va se transformer en Ag solide. On a dit bien que l'oxydant il est toujours en fait à gauche et le réducteur à droite. Donc il y a la formation d'un réducteur, ça veut dire une réaction de quoi? De réduction. Très très bien. Alors la formation de cette réaction de réduction comme suite, donc Ag se transforme, Ag+ se transforme en Ag. Nous avons donc une charge positive, donc ça nécessite une charge négative. Donc c'est le premier couple, donc il a fait une réaction de réduction. C'est très simple, donc le second il va faire une réaction d'oxydation. Très très bien. Donc oxydation, ça veut dire quoi? Cu va se transformer en Cu2+, donc dans ce sens-là. Voilà. Cu se transforme en Cu2+. Donc vous avez deux charges positives. Alors, donc ça nécessite d'ajouter deux électrons. Très très bien. Mais la chose en fait la plus importante, c'est de faire l'équation bilan. Toujours, je le dis et je le redis, quand je voudrais en fait faire la sommation, ça veut dire l'équation bilan, je dois regarder juste la charge électronique. Nous avons qu'un seul électron ici et deux électrons ici. Je dois automatiquement équilibrer les électrons afin de faire l'équation bilan. Nous avons 2, 1, donc je dois multiplier la première réaction fois 2 pour avoir un nombre des électrons 2 et comme ça je pourrai donner l'équation bilan comme suite. Donc l'équation bilan, vous aurez quoi? Donc 2 fois Ag plus Cu, ça va donner quoi? Donc c'est 2Ag plus Cu2+, d'accord? Donc il ne faut jamais oublier en fait les coefficients. Donc multiplions les coefficients, la réaction kamla, d'accord? Voilà. Donc nous traitons également un autre exemple très très simple et nous le voyons donc plusieurs fois. Alors, nous traitons donc un autre exemple avec deux couples MnO4-, Mn2+, et Fe3+, Fe2+. Mais cet exemple, je ne pourrais pas en fait extraire celui qui va faire donc une réaction d'oxydation et celui qui va faire donc une réaction de réduction. Mais je vous dicte en fait la phrase suivante que les ions permanganate MnO4- réagissent avec le fer ferreux Fe2+. Donc cette phrase, ça permet de dire que quel couple va faire la réaction d'oxydation et quel couple va faire la réaction de réduction. Alors donc si celui-là donc il va réagir avec celui-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le couple Fe3+, Fe2+, donc il va faire donc une réaction de quoi? Une réaction d'oxydation. Donc Fe2+, il va se transformer en Fe3+, donc vous avez 3+ ici et 2-. Donc pour équilibrer les charges, donc j'ajoute un seul électron. Très bien. Donc ça c'est une réaction d'oxydation, donc automatiquement celui-là, donc il va faire une réaction de réduction. Alors donc la réaction de réduction, donc ça veut dire que MnO4-, il va se transformer en Mn2+. Et une chose très importante, avant que je fasse la réaction, je dois regarder tout d'abord les atomes. Donc vous avez donc Mn2+, il n'y a pas de problème. Mais nous avons la présence de 4 atomes d'oxygène. Je dois l'équilibrer automatiquement avec la molécule d'eau en multipliant bien sûr x 4 parce que vous avez 4 ici. Mais il y a l'apparition d'hydrogène ici. Donc combien d'atomes d'hydrogène? Donc vous avez 4 x 2, ça fait 8. Je dois l'équilibrer avec les protons H+. Voilà, et je calcule en fait le nombre
des charges pour donner le nombre exactement des électrons que je dois ajouter bien sûr dans cette partie, parce que ça c'est l'oxydant, vous le connaissez déjà. Donc si nous faisons le calcul, donc nous allons obtenir 5 électrons. Très bien, nous avons dit dans l'exemple précédent, pour faire l'équation bilan, je dois équilibrer les charges électroniques. Vous avez donc 1 ici et 5 ici, donc je dois multiplier la première équation redox fois 5. Donc voici fois 5. Et après, je fais la sommation pour avoir l'équation bilan telle qu'elles sont. Voilà, donc ça en fait c'est l'équation bilan. Et je donne donc une remarque afin de connaître les différentes étapes pour faire donc une réaction d'oxydoréduction. La première étape à connaître, j'insiste trop sur ça, les atomes autres que l'oxygène et l'hydrogène, mais l'homme reste équilibré. La deuxième règle à suivre, c'est équilibrer les atomes d'oxygène, par la molécule de H2O, comme nous avons fait dans cet exemple. Vous avez l'oxygène, je dois l'équilibrer avec H2O. La troisième, c'est équilibrer quoi? Les atomes d'hydrogène en ajoutant des protons H+. Donc vous avez l'hydrogène ici, je l'ai équilibré avec les protons H+. Et la dernière étape, c'est quoi? C'est les charges électriques en ajoutant des électrons. Voilà, donc c'est ces 4 étapes, quoi que ce soit une réaction d'oxydoréduction. Alors pour les facteurs cinétiques qui influencent sur en fait l'évolution d'un système d'oxydoréduction, il y a 3, lesquels donc la température, la concentration et le catalyseur. Donc la température augmente la vitesse de la réaction. Contrairement, si vous avez donc un eau froide au glace, donc la transformation, ça va se stopper ou bien ça va se ralentir. Mais la concentration également, ça veut dire comme et la concentration des réactifs importante, la vitesse de la réaction aussi est très importante. Également pour le catalyseur, donc c'est une espèce capable de quoi? De modifier la vitesse d'une réaction sans changer l'état d'équilibre du système. Donc le réactif ou bien le catalyseur pardon, très utilisé à votre niveau, c'est l'acide sulfurique, ça veut dire H2SO4. Donc H2, donc pardon, j'écris avec la souris, donc H2S O4. Donc, à titre d'information pour les catalyseurs, nous utilisons donc quelques gouttes. Voilà, donc nous sommes arrivés donc à finir cette partie et nous allons expliquer tout d'abord c'est quoi une transformation lente et c'est quoi une transformation rapide. Donc, son nom l'indique. Une transformation lente, c'est une transformation qui se fait dans un temps très long, donc des minutes, des heures, et on peut en fait la suivre avec l'œil nu ou bien des instruments de mesure appropriés au sein du laboratoire. Mais pour la transformation rapide, c'est une transformation qui se fait dans des durées très courtes, donc soi-disant de quelques secondes, sans qu'on ne peut pas en fait la suivre ou bien la détecter à l'œil nu. Alors, donc, certaines méthodes physiques utilisées dans le suivi des transformations lentes, c'est la conductimétrie si vous avez des ions H3+, H-, NH4+, ainsi de suite. pH-métrie si vous avez la présence en fait de H3+ dans une solution. Et le mesure en fait du volume ou de pression si vous avez vous travaillez avec en présence des gaz, soi-disant H2, etc., etc. Alors, mais en ce qui concerne en fait le suivi, ça veut dire la vitesse de la réaction, nous allons en fait la voir dans la deuxième partie qui traite le suivi temporel d'une transformation chimique, ça veut dire c'est la vitesse d'une réaction chimique. Je m'arrêterai donc à ce niveau-là et je vais en fait, Inch'Allah, donc vous envoyer, vous enregistrer la deuxième vidéo et je vous remercie.